Quel est l'événement historique le plus traumatisant de votre région ? Derrière cette question un peu osée, chacun aura sa réponse. Peste noire, catastrophe de Courrières, Révolution française, débarquement de Normandie, Alésia, le régime de Vichy, Oradour-sur-Glane. L'histoire de notre pays s'entremêle toujours avec celle des hommes et du monde qui nous entoure. Et si moi j'avais une réponse à donner, ce serait la bataille de la Somme. La Somme garde au plus profond d'elle les cicatrices de la Première Guerre mondiale. Si plusieurs centaines de milliers de soldats de toutes nationalités sont tombés sur ces terres, dont beaucoup sont honorés à travers d'immenses monuments et mémoriaux, il est difficile de mesurer la dureté des combats, qui se seront tenus majoritairement du 1er juillet au 18 novembre 1916. Les seuls témoignages encore visibles aujourd'hui, hormis des lettres, des poèmes, des livres ou des pensées, restent les paysages qui conservent, pour la plupart, des stigmates vieux de plus de 100 ans. Tranchées, trous de mines, villages anéantis, promontoires de fortune. Laissez-moi vous guider à moto à travers ces terres désolées, en remontant le circuit de mémoire le plus connu de la Somme, le circuit du souvenir, situé entre Albert et Péronne, en commençant devant le musée le plus emblématique de la Grande Guerre, l'Historial de Péronne. Chers amis voyageurs, bien le bonjour, je vous retrouve ici à Péronne devant l'Historial de la Grande Guerre. Alors l'Historial, c'est un bâtiment qui est très ancien, c'est l'ancien château de Péronne, et dans ce château se dressent deux choses, un centre documentaire et également un musée sur l'une des plus grandes batailles de l'histoire, la bataille de la Somme. Il y a des dizaines de milliers d'objets à l'intérieur de ce site. Si vous passez sur Péronne, n'hésitez pas à vous rendre ici. Nous, ce qu'on va faire, ça va être beaucoup plus simple, c'est qu'on va sortir de la ville. Vous me connaissez, j'adore l'histoire, j'adore les Hauts-de-France, mais les villes, moyen. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de Péronne pour visiter une petite quinzaine de lieux autour de la Grande Guerre dans la Somme. J'avais déjà fait plusieurs vidéos thématiques autour des mémoriaux, autour des lieux de mémoire. Aujourd'hui, je vais faire mon 4e épisode sur cette thématique qui va traiter de la diversité des paysages de la Grande Guerre. Vous allez voir, il y a des dizaines de choses à voir et je vous emmène directement avec la moto. Donc le principe, ce serait de pouvoir justement faire de la moto, découvrir des paysages, découvrir les Hauts-de-France et puis voyager ensemble. Allez, en selle, on met notre casque, nos gants, on se protège parce qu'il fait froid et c'est parti. Vous verrez que je ne serai pas seul lors de ce voyage. Julien a décidé de m'accompagner. Julien, c'est un peu ce baroudeur qu'on aimerait tous avoir dans un road trip. Jamais sans ses outils, son café et ses pièces qu'il peut changer sur son Transalp de plus de 30 ans. Contre une belle aide pour des plans à filmer, je lui ai promis de vivre une expérience motarde très sympathique. Et je pense qu'il va apprécier le voyage. Mais avant de partir vers notre première destination, refaisons un peu l'histoire pour le contexte. Moins connue dans notre culture française que l'enfer de Verdun, la bataille de la Somme reste la plus meurtrière des batailles du conflit de 14-18 sur le front occidental. 1,2 million de morts. Une semaine avant le lancement de la bataille, les Alliés bombardent massivement les lignes allemandes. À cause de la bataille de Verdun qui mobilise l'armée française, l'offensive devient davantage britannique, bien que 200 000 victimes seront à déplorer du côté français. À l'aube du 1er juillet, à partir de 7h20, les armées françaises et britanniques font exploser des mines sous les lignes allemandes. L'assaut est lancé à 7h28. Le 1er juillet 1916 devient le jour le plus sanglant de l'histoire de l'armée britannique, avec plus de 57 000 victimes à déplorer dans leur rang. Le 14 juillet, les Alliés lancent un deuxième assaut généralisé contre la deuxième ligne allemande. Les Sud-Africains attaquent les Allemands au bois d'Elleville à Longueval, dans un combat des plus sanglants de la Première Guerre mondiale. L'armée britannique a recours à une nouvelle arme, le char d'assaut, qui apparaît pour la première fois sur un champ de bataille, à Flers-Courcelette. Le 26 septembre, les Anglo-Saxons parviennent finalement à s'emparer de Thiepval, l'un des objectifs du 1er juillet. La bataille de la Somme aura été longue et meurtrière, alors qu'elle devait être une offensive décisive et rapide. Elle prend fin le 18 novembre, juste avant la butte de Warlencourt, aux portes de Bapaume. Au final, les Britanniques auront progressé d'une quinzaine de kilomètres vers Bapaume, alors que leur position était située juste après Albert. Un très lourd tribut payé pour une maigre consolation de quelques kilomètres gagnés. Cependant, la bataille de la Somme a été d'une ampleur considérable, à la fois par le nombre de nationalités impliquées, mais aussi de morts, de disparus ou de blessés de part et d'autre. L'ampleur des destructions et des traces qu'elle a laissées sur le sol est considérable. Le circuit du souvenir permet de se recueillir et de découvrir les principaux sites du champ de bataille. Partons justement au nord de Péronne pour y découvrir l'un des premiers paysages de la Grande Guerre, le Mont Saint-Quentin.
Les amis, nous sommes sur notre premier lieu de la vidéo, ici sur le Mont Saint-Quentin, au nord de Péronne, à peu près 2-3 km. C'est un lieu extrêmement important, notamment en 1918, parce que la colline qui surplombe Péronne juste devant nous, eh ben, c'est un point d'observation idéal. En plus, avec cette immense église que nous avons là, imaginez bien que les Allemands, quand ils avaient cette position, eh ben, ils voyaient absolument tout. Entre le 29 août et le 2 septembre, eh ben, le corps d'armée australien il avance victorieusement sur les pentes du mont et il brise les lignes allemandes au Mont Saint-Quentin et à Péronne. Cet épisode victorieux pour les Australiens est considéré comme un de leurs faits majeurs sur le front occidental. Et il paraît que sur ce lieu, en voyageant un petit peu, eh ben, on peut découvrir des tranchées et des vestiges de tranchées. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble en prenant le parcours d'interprétation fait par le département de la Somme et l'historial de la Grande Guerre pour pouvoir justement découvrir ces tranchées. Vous ne voyez pas, mais moi, là, en ligne de mire, j'ai l'église de Péronne. Donc je me dis que les Allemands, eh ben, ils devaient avoir directement à vue Péronne, quoi. C'est incroyable. Alors nous sommes ici sur une des anciennes tranchées de la Première Guerre mondiale, une tranchée allemande qui a été reprise par les Australiens en 1918. La tranchée qui est juste là, c'est la tranchée Elsa. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas énormément de vestiges, il n'y a pas énormément de débris, mais la tranchée est bien là comme elle est marquée sur la carte et donc c'est un pan d'histoire et un pan de la guerre. Je pense que ce lieu a quand même largement le mérite d'être mis en avant. C'est encore une fois une bataille majeure sur le front occidental pour les Australiens. Je pense que mettre cette tranchée en avant, ça peut être extrêmement intéressant. Je connaissais pas ce lieu et pourtant je suis allé très souvent sur Péronne. C'est assez sympathique, j'aime beaucoup. Là on arrive sur un de mes lieux préférés comme d'habitude. Belvédère de Vaux qui est juste là avant de descendre vers un deuxième belvédère qui est un lieu qu'on va visiter. Ah oui, qu'est-ce que c'est beau quand c'est en hivernal comme ça. Viens voir. Ah ouais. C'est la première fois que je le vois sous l'hiver comme ça, c'est magnifique. Incroyable belvédère. Toujours les laris de la Somme, hein, c'est toujours particulier. En plein dans un bras de la Somme. Ah, il fallait forcément que je passe ici, c'était obligé. On en parlera un jour dans une vidéo, c'est promis. Hein. Là, on a aussi un autre lieu hyper important. C'est un lieu riche d'histoire. J'ai toujours le sentiment de me retrouver ici comme si j'étais dans les Ardennes. On a un petit goût des Ardennes françaises ou des pré-Ardennes alors qu'on est dans la Somme. Ça y est, là on arrive directement en haut du belvédère et on voit déjà très bien la Somme et ses méandres. Et là on va s'arrêter directement au belvédère de Frise et j'ai une belle histoire à vous raconter. Le site de Frise est l'un des sites les plus impressionnants pour montrer la dureté des combats de la bataille de la Somme. C'est l'un des rares lieux en France ouverts au public qui conserve un tel réseau de tranchées et un sol aussi bouleversé par les trous d'obus. Dès l'hiver 1914, le village de Frise est occupé par la ligne de front. Malgré tout, les Allemands parviennent à s'emparer du site en janvier 1916 au terme d'une énorme campagne de bombardement. Cependant, la position sera reprise directement le deuxième jour de l'offensive de la bataille de la Somme, le 2 juillet 1916. Il y a ici plusieurs milliers de personnes qui se sont combattues sur ce site et notamment quelques personnes célèbres dans l'histoire que je voulais vous raconter au tout début, l'histoire du poète Blaise Cenders. Si vous ne connaissez pas Blaise Cenders, c'est normal. Par contre, vous connaissez Guillaume Apollinaire, tous deux inventeurs de la poésie moderne. L'un est français, l'autre est suisse. Et Blaise Cendrars se sera fait connaître notamment avec son ouvrage La main coupée. Engagé volontaire dans la Légion étrangère, Cendrars séjournera à Frise de novembre 14 à février 1915. Marqué par cette guerre industrielle, Cendrars choisit au contraire de raconter la petite guerre d'Indiens qu'il a menée avec son escadrille. Il écrira « La guerre est une ignominie ». De toutes ces expériences passées et de cette guerre sortira un roman extrêmement célèbre, La main coupée, parce que justement, Blaise Cendrars aura perdu sa main droite lors des conflits. Et c'est ça qui est assez curieux avec Blaise Cendrars, c'est qu'il aura écrit que le brouillard se levait assez rarement sur Frise. La preuve qu'ici, on y a droit également. Pour découvrir nos deux prochains lieux, il faut descendre au sud de Péronne et traverser le Santerre, une plaine où peu de choses sont à voir. Cependant, en s'approchant de Soyécourt, à proximité de la gare TGV Haute-Picardie, vous pourrez y croiser un petit bout d'histoire presque inconnu du grand public. Cette partie-là de la route, c'est pas la partie la plus sexy qu'on ait connue. Hein. Mais par contre, le lieu qu'on va découvrir là, les amis, c'est un lieu qui est riche en histoire et qui peut nous permettre de comprendre véritablement l'ampleur des conflits qui s'est passé dans la Somme, ne serait-ce même que dans les tout petits villages comme ici à Soyécourt. Même si on est assez éloigné de l'épicentre du conflit, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à découvrir dans toute cette partie de la Somme. Oh, avec le brouillard, ça va donner de très très belles images.
Aménagé en 1998, le bois Valieu à Soyecourt reste assez loin de tout grand site du circuit du souvenir. Cependant, c'est l'exemple même de ce qu'était la ligne de front dès 1914, mais également de ce que construisaient les troupes alliées comme ennemies pour se défendre. Les Allemands ont tenu le village dès 14, alors que les villages avoisinants étaient tenus par les Français. Il faudra attendre 2 ans pour que le sort du village ne change de camp, après d'affreux combats autour de ce lieu riche en histoire. Parce que là où des hommes sont tombés hier, se dresse aujourd'hui un bosquet, des arbres, et la nature a repris son cours, sans pour autant effacer les traces du passé. On a même encore des vestiges, quand on voit juste là ici. Qu'est-ce que ça devait être comme... Ça devait être infernal. J'imagine même pas. Trous de mine, restes de tranchées, cagnats, puits. Tout est resté comme en 1916, juste après l'offensive alliée, lors de la bataille de la Somme. Il faut savoir que le bois de Walieu est quand même un lieu assez symbolique. On a vu autour de ce lieu qu'il y avait plein de trous de mines, qu'il y avait plein de tranchées, et on imagine bien la difficulté que ça devait être de vivre là-dedans pendant des mois et des mois. Les Britanniques ont eu beaucoup de mal à avancer, et pour faire une percée vers le nord-est, ce sont les Français qui ont libéré le village de Soyecourt ainsi que son bois à partir du 3 septembre 1916. Le lieu qui arrive les amis, c'est un village détruit. Il y en a beaucoup dans la Marne, il y en a beaucoup dans l'Est. Sur le front de Verdun, il y a encore pas mal de villages détruits qui sont visibles, et également au niveau du chemin des Dames dans l'Aisne. Ça fait partie pour moi des lieux les plus intéressants à visiter dans la Somme, parce que c'est là qu'on voit aussi l'ampleur des dégâts. Et on va se rendre dans le petit village de Failly, ou tout du moins dans ce qu'il en reste. Ouais, non, c'est... Failly, c'est le seul village détruit de la Somme qui n'a pas été reconstruit à son emplacement initial. Ici perdurent les vestiges de ce village détruit où l'on devine, ça et là, une maison, une église, une rue. Ce village détruit, c'est ce qu'ont vécu les habitants dès 1918. Devoir tout reconstruire, repartir à zéro, après avoir subi plus de 4 ans d'intenses combats. Alors Failly a été reconstruit, mais c'est le seul village dans la région qui, semble-t-il, n'aurait pas été reconstruit au même endroit, vu que le village, il est beaucoup plus haut, enfin un peu plus haut. Sur ce site a été érigé un petit parcours de mémoire où on peut retrouver l'emplacement exact de l'église et de quelques maisons. Tout a été détruit en 1915 et 1916, il ne reste que les fondations, mais c'est absolument impressionnant. Vu du ciel, c'est assez incroyable de voir qu'il n'y a plus rien en fait, il y a juste quelques briques, quelques emplacements ça et là, des arbres qui font des délimitations des maisons. Je sais pas ce que j'aurais fait à cette époque-là, mais c'est assez incroyable. Le village avait déjà beaucoup souffert en 1915 et c'est le 1er juillet 1916 qu'il a été complètement rasé de la carte. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a forcément des troupes qui ont été enlevées de leur pays pour venir combattre en France, mais également des civils qui ont souffert, qui ont perdu leur habitation, leur lieu commun. Et ça, je pense que c'est aussi important de souligner. Si vous deviez vous arrêter sur un seul lieu pour comprendre ce qu'ont vécu les civils, c'est à Failly qu'il faut se rendre. Après avoir vécu 2 lieux du sud du circuit, remontons vers le nord, directement entre Péronne et Albert. Ici, plusieurs dizaines de lieux sont parsemés, le long de l'avancée de la ligne de front et des tranchées. Tournez la tête, un monument aux morts, un cimetière, un bois ravagé par les bombes, un mémorial, ou tout autre symbole. Sur ce secteur, tout respire au rythme de la Grande Guerre. Sachez que sur ces terres, et surtout sous ces terres, tout ou presque a été détruit, et tout nous rappelle que sous les champs et sous les forêts, des mines, des obus, des corps, des tranchées subsistent et ont été rebouchés à la hâte pour continuer de vivre. Le premier lieu du secteur Albert-Péronne que je voulais vous faire découvrir est justement adossé au mémorial sud-africain du Bois d'Elleville. Je vous invite à visionner ma vidéo sur les mémoriaux dans la Somme pour découvrir son histoire, car ici ce n'est pas de cet imposant monument dont on va parler, mais de ce qui est caché dans la forêt. Il y a 100 ans, du 15 au 18 juillet 1916, les soldats sud-africains eurent pour mission de reprendre le bois à Longueval. C'est ce qu'ils firent au prix d'un très lourd tribut. Plus de 85% des hommes sont soit portés disparus, tués ou blessés sur les 3000 hommes engagés.
On estime qu'au plus fort des combats, il y a plus de 400 obus tombés à la minute. De toute cette barbarie, il ne subsistait qu'un seul arbre, celui qu'on appelle The Last Tree, le dernier arbre, qui est un charme commun qui est le seul à avoir survécu dans toute la forêt. Pour la petite histoire, tous les arbres qui viennent d'ici sont des chênes qui ont été plantés grâce à des glands venant du Cap, en Afrique du Sud. Le seul charme commun qui reste, c'est The Last Tree, auquel les Sud-Africains accordent un statut particulier. La nuit commence à tomber doucement sur la Somme, et avant de gagner notre gîte sur Gueudecourt, je ne pouvais pas ne pas aller visiter le mémorial Terre-Neuvien situé au nord-est du village. Waouh, regardez-moi ça, dans le brouillard, c'est incroyable. Érigé sur un monticule dans un petit parc de champs de bataille, ce monument marque l'endroit où, en octobre 1916, les Terre-Neuviens jouèrent un rôle décisif dans la prise d'une place d'armes allemande, appelée la tranchée Rainbow, rachetant ainsi la cuisante défaite à Beaumont-Hamel, dont on reparlera un peu plus tard. Ce fait d'armes a eu lieu lors de la bataille du Transloy, l'une des plus importantes batailles de la Somme, qui vit les Terre-Neuviens progresser sur plus d'1 kilomètre vers Bapaume, tout en faisant de lourds dégâts sur les lignes allemandes. Repoussant les contre-attaques qui ont duré plusieurs dizaines d'heures, les Allemands abandonnèrent la tranchée Rainbow, et ce fut donc un succès retentissant pour les troupes canadiennes. Ce faisant, nous finissons notre première journée sur Gueudecourt, au Clos du Clocher, un gîte extrêmement sympathique composé d'un spa, de plusieurs chambres d'hôtes et d'îlots pouvant accueillir plusieurs petits groupes. Excellent. Bonjour. Situé à 20 km d'Albert, 20 de Péronne et 5 de Bapaume, il constitue une halte au cœur des champs de bataille de la Somme et permet d'aller un peu partout en moins d'une demi-heure. Je vous le conseille vivement, et d'ailleurs nous en avons profité pour aller sur Albert, pour observer les reconstructions art déco, ainsi que la basilique Notre-Dame de Brebière de nuit. Je vois rien. Oh là 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 là. Putain, il faut le voir pour le croire les amis, hein. Oh là là, le brouillard de fou furieux qu'il y a ici. Et c'est un bordel là. On voit rien du tout hein. On espère que demain matin, la brume se sera un peu dissipée. Eh bien pas tout à fait. Pour attaquer notre deuxième jour, rien de tel qu'une bonne purée de pois et une bonne humidité en fin d'après-midi. Allez, on est reparti là sur la partie nord du parcours. On va du côté d'Albert, Pozières, Thiepval, Beaumont-Hamel, tout le nord du parcours. On a fait le sud hier. Regardez-moi ça, quel temps incroyable les amis. Qu'est-ce qu'il fait beau. Bon, en tout cas, on remercie évidemment le Clos du Clocher de nous avoir accueillis parce que c'était très très cool. Et puis on y va, sous un temps incroyable. Et la première étape de ce jour, c'est directement la dernière avancée des troupes britanniques vers Bapaume. J'espère en tout cas que vous appréciez la vidéo et son cheminement parce que moi je kiffe. Nous sommes sur une énorme ligne droite qui est sur un axe Cambrai-Amiens, une ancienne voie romaine qui a évidemment été l'un des points névralgiques de la Première Guerre mondiale vu que c'est dans le sens inverse, donc du coup d'Amiens vers Cambrai, que les Australiens, les Britanniques sont remontés à la fois en 1916 mais également en 1918 pour l'offensive des 100 jours. Alors c'est évidemment une ligne droite mais c'est à faire et à voir pour comprendre qu'en 4 mois et demi les troupes n'ont pas beaucoup avancé et qu'il fallait des fois plusieurs jours ou plusieurs semaines pour avancer de ne serait-ce que quelques kilomètres. La ligne de front du 20 novembre 1916. Après 4 mois et demi de combat ayant commencé le 1er juillet, nous arrivons au 18 novembre 1916. Les Britanniques stoppent leur avancée, non loin de la butte de Warlencourt, un point hautement stratégique
pour observer Bapaume et Albert. La butte de Warlencourt était devenue une obsession britannique. Quand les lignes de front ont commencé à avancer à partir du mois d'août 1916 jusqu'au novembre, la butte était au loin toujours visible, mais elle était prise par les Allemands déjà dès août 1914. Ça a été un point de bastion allemand très fort justement parce qu'ils avaient un point de vue à la fois sur Bapaume, mais également sur le front qui avançait depuis Amiens jusqu'ici. Ça a été le dernier point des avancées de la bataille de la Somme en novembre 1916. Cependant, les Anglais n'auront jamais réussi à prendre ce mont artificiel qui était la butte de Warlencourt. Mais comme il était devenu une obsession pour bon nombre de soldats britanniques, il fallait absolument la reprendre, même si elle n'avait aucun intérêt pour les troupes britanniques. Ce sera fait en février 1917, avant d'être repris aux mains des Allemands en mars 1918, avant de retomber une nouvelle fois du côté allié en août 1918. Je suis désolé, mais malheureusement avec le brouillard, on ne peut pas voir Bapaume ni le front de la bataille de la Somme, parce que là, quand on monte jusqu'à 12 ou 13 km, on peut voir jusqu'à Albert. Imaginez la détresse des troupes allemandes en voyant avancer les deux tranchées à la fois britanniques et allemandes, mais également le bonheur et l'obsession des troupes britanniques en voyant ce point se rapprocher. Et là, on remonte progressivement. On remonte le temps pour aller jusqu'à Pozières pour vous montrer un musée que je ne connais pas et que je voulais absolument faire pour cette vidéo. Et voilà, ligne de front du coup au 1er septembre 1916 et on est à l'entrée de Pozières sur des sites que j'avais déjà fait, notamment ce mémorial des tanks, le mémorial du moulin et ici le mémorial des animaux de la Première Guerre mondiale que vous pouvez retrouver dans la description. Et on entre donc dans Pozières. Et vous avez vu ces 6 km, et ben il a fallu plus de 2 mois. C'est impressionnant. Pozières est une de mes villes préférées pour la bataille de la Somme parce qu'il y a tellement de lieux et de monuments qu'il faut absolument s'y arrêter ne serait-ce qu'une journée pour tout faire, tellement il y a de choses à voir. Et là on va s'arrêter au Tomy qui est donc un restaurant-musée que vous allez pouvoir découvrir avec moi. Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous parler du Tomy à Pozières, mais le propriétaire m'a indiqué que le site est en travaux. Bon, on va quand même en parler un petit peu, hein. C'est un restaurant-musée où les tranchées ont été reconstruites telles qu'elles étaient lors de la bataille de la Somme, et c'est trop bien. C'est un site à voir absolument. N'hésitez surtout pas à vous rendre au Tomy à Pozières pour à la fois déjeuner et pour avoir une vraie visite de musée super sympa. Et là on va encore remonter un petit peu le temps pour aller jusqu'au 1er juillet 1916. Je vais plus vous montrer des tranchées, des monuments, des arbres. Là je veux clairement vous montrer des trous de mine. Je vous y emmène tout de suite, vous allez voir, c'est extrêmement impressionnant. Revenir ici, c'est toujours impressionnant. Oh là là, oui. Regardez-moi ça, la taille impressionnante de ce cratère. Incroyable cratère qu'est le Lochnagar. Les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer le Lochnagar Crater. Mais remontons encore un peu le temps. Nous sommes en août 1915. Quand les tunneliers des Royal Engineers britanniques découvrent la férocité des Allemands sur le secteur de la Boisselle, une idée traverse le commandant Thomas Richardson, premier commandant de la 185e compagnie des tunneliers. Creuser un tunnel derrière sa propre ligne de front, puis creuser sur plus de 300 mètres pour atteindre le sous-sol des lignes allemandes. Durant plusieurs semaines, des tunneliers gallois creusent une galerie souterraine depuis l'orée du bois de Bécourt, située à plusieurs centaines de mètres pour déposer, sous la première ligne allemande, une charge de 27 tonnes d'ammonial. Le creusement de ce tunnel est un travail dantesque. Les mineurs progressent de 45 cm par jour sur une hauteur de 90 cm. Tout bruit pouvant attirer l'attention des guetteurs allemands, ils ne doivent ni parler, ni émettre le moindre son qui pourrait trahir leur présence. Surtout, problème. 1 mois avant l'heure zéro, les galeries Lochnagar sont trop courtes de 30 mètres. Il faudra donc surcharger la mine pour qu'elle puisse enterrer vivants les soldats et détruire tout autour d'elle. À 7h28, une charge de 27 tonnes d'ammonial saute. 16 autres mines éclateront sur un secteur entre Beaumont-Hamel et Mamet. Un pilote anglais observant la mise à feu écrit que la colonne de terre engendrée par l'explosion atteignit 1200 mètres de haut. Une énorme colonne de craie a été renvoyée dans les airs. Lochnagar a été mise à feu. 2 minutes après, à 7h30, l'assaut est donné. 4000 soldats britanniques lourdement chargés grimpèrent hors de leurs tranchées et commencèrent à marcher à travers les champs foisonnants du No Man's Land. Derrière eux, 4000 autres hommes déferlaient. C'est le début de la bataille de la Somme. Sauf que derrière, la débâcle. Les Allemands ont tenu bon et n'ont pas été impressionnés. En 10 minutes, plus de 80% des hommes partis au combat sont mis hors d'état de nuire. La suite de la bataille appartient à l'histoire.
Il faut le voir du ciel pour comprendre son immensité. 90 mètres de large, 21 mètres de profondeur. Sur les 17 trous de mine qui ont débuté les assauts de la bataille de la Somme, c'est le seul qui est aussi bien préservé et accessible sans crainte au public. Racheté par Richard Dunning en 1978, Lochnagar est devenu un lieu de souvenir. Plaques commémoratives, bancs de mémoire, mémoriaux, tout ici est sujet au recueillement. Tous les 1er juillet à 7h28, les hommages de la bataille de la Somme débutent ici, en mémoire des disparus, diffusant un message de paix universel. Remontons désormais vers nos 2 derniers lieux, situés au nord de la ligne de front de la bataille de la Somme. Nous allons entrer dans l'un des sites majeurs du circuit du souvenir, si ce n'est le site avec le plus de diversité au niveau des paysages de la bataille de la Somme. Et nous voici au dernier lieu de notre aventure qui arrive devant nous, les amis. Le mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel. Le 1er juillet, le Dominion britannique de Terre-Neuve participe à sa première bataille, celle de la Somme. Pendant l'assaut dès 7h30, les Terre-Neuviens partirent au combat. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que cet assaut serait leur dernier. Sur les 865 hommes engagés à 7h30, 801 seront mis hors d'état de nuire à 8h. En 1921, les familles des soldats achètent 16 hectares de terre et y édifièrent un mémorial, le Caribou. Aujourd'hui s'étendant sur plus de 30 hectares, il fait partie avec Vimy et son mémorial des 2 seuls lieux britanniques du Canada en dehors de son territoire. Au cœur des champs de bataille de la Somme, le parc terre-neuvien ne laisse personne insensible. C'est aujourd'hui l'un des plus grands champs de bataille préservés du front occidental de la Première Guerre mondiale, dont voici les principaux paysages et stigmates. Derrière le Caribou, dans le bosquet, la tranchée de réserve des Terre-Neuviens, surnommée la route de St. John's, en l'honneur de la capitale de Terre-Neuve. Ils y attendaient là les ordres de se lancer à l'assaut. Devant le Caribou, une ligne de tranchée. La ligne de défense britannique, celle-là même où se tenaient les hommes le 1er juillet 1916. Construite d'ailleurs dès 1915, après avoir pris la relève des Français. Juste au-dessus, le champ de bataille préservé. Le sol encore marqué par les cratères donne une idée de l'intensité des batailles qui ont été livrées ici et des difficultés qu'ont dû affronter le Newfoundland Regiment. On avance vers le No Man's Land. Ici se dresse l'arbre du danger, à mi-chemin entre les lignes alliées et allemandes. Beaucoup de soldats terre-neuviens ont péri à proximité de cet arbre. Le feu nourri a réduit l'arbre à un tronc et quelques branches dégarnies, et c'est aujourd'hui une réplique qui siège pour l'éternité. Entre les lignes alliées et allemandes, il y a 275 mètres. Autant dire, rien du tout. Donc là, on a passé toute la ligne de front britannique et là, on arrive juste après le No Man's Land dans la tranchée allemande. Il faut marcher jusqu'au bout du parc pour se rendre compte à quel point la tranchée allemande était proche de la tranchée anglaise. C'est impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est impressionnant. Et juste derrière, le ravin Y, un immense ravin de plus de 40 mètres de profondeur où se logeaient les Allemands via des abris et des tunnels. Ravin Y car il fait plus d'1 kilomètre de long et ces 2 branches, dont une finie au mémorial, font 500 mètres chacune. Imaginez un seul instant la progression des troupes à Beaumont-Hamel. Le 1er juillet, les troupes sont sur des positions britanniques. Au 13 novembre, le ravin et le village de Beaumont-Hamel ont été capturés par les Écossais. Tout rappelle le sacrifice des troupes britanniques et principalement terre-neuviennes. Et encore, nous n'avons même pas évoqué les mémoriaux, nécropoles et les cimetières. Tout ici est d'une incroyable beauté. Et si vous n'aviez qu'un seul site à faire sur toute la Somme pour comprendre la bataille dans son entièreté, c'est à Beaumont-Hamel qu'il faut se rendre. Mais il reste un site à visiter, situé à quelques hectomètres au nord du parc. Pour ce dernier lieu, nous terminerons par le début. La toute première explosion de la bataille de la Somme, Hawthorne Ridge Crater. Alors ça les amis,
Je ne m'y attendais absolument pas. Pouvoir rentrer au cœur du cratère. Il y a un chemin d'observation, un chemin de visualisation à l'intérieur du cratère et c'est tout bonnement impressionnant parce qu'on se rend compte de la puissance de la bombe qui a détonné ici le 1er juillet 1916 à 7h20. Je vous ai déjà dit que le Lochnagar Crater avait été créé par une bombe qui a détonné à 7h28, donc 2 minutes avant l'assaut qui a été donné à 7h30. Là ici c'est 7h20. C'est ici que ça a commencé, au Offenwich Crater. Et là on est dans l'histoire les amis. Déjà ça c'est un signe d'histoire extrêmement important, mais encore plus important, c'est que c'est la première détonation qui a été filmée. Le 1er juillet 1916, Geoffrey Malins, qui est un officier anglais, a filmé la détonation. Croyez-moi que c'est déjà extrêmement impressionnant de se dire que l'histoire a été érigée ici. Et en vérité, quoi de mieux que de terminer la vidéo à l'endroit où a commencé la bataille de la Somme. 45 km de front, du nord d'Albert au sud de Péronne. 50 hectares de vestiges à visiter. 100 000 obus tirés chaque jour. Quand les hommes bondirent de leur position le 1er juillet 1916 à 7h30, beaucoup ignoraient qu'ils se ruaient vers une mort imminente. Les stigmates de la Grande Guerre, qu'ils soient en hauteur ou enterrés, qu'ils soient visibles ou rayés de la carte, ces blessures de la terre nécessaires à la compréhension des conflits, c'est aussi ça la Grande Guerre dans la Somme. Alors vous savez, voyager sur ces terres demande du respect, du courage, et de l'admiration pour toutes ces troupes enlevées de leurs terres pour venir combattre en France. Les villages, les routes, les maisons, les familles respirent au rythme de la Première Guerre mondiale. Et ce n'est pas pour rien que c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier secteur touristique de toute la Somme. Alors de tout cœur, je vous invite à vous rendre dans la Somme pour y découvrir un parcours riche, une culture passionnante, et surtout pour parcourir le circuit du souvenir et aller à la rencontre de toutes ces personnes se donnant énormément de temps et de courage pour vous interpréter du mieux possible la bataille de la Somme. Et si possible, venez-y à moto, qu'il fasse beau ou moche. Ici, l'histoire se fiche de savoir quel temps il fait, du moment que vous puissiez l'interpréter, la comprendre et la retranscrire à vos proches. Je vous promets que certaines petites routes valent le détour et que tous les trésors de ce patrimoine sacré n'attendent qu'une chose, vous. Et si vous veniez avec moi découvrir la Somme, ça serait cool, non ? Allez, à bientôt!